Place au match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Béatrice Gibelin et Nicolas Tenzer. Match international qu'on va ouvrir par les tensions au Proche-Orient. Depuis hier, plusieurs centaines de roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël. L'armée israélienne a riposté en visant près de 150 cibles militaires palestiniennes. Des membres du Hamas et du djihad islamique ont été tués, mais aussi des civils. Pourquoi cette soudaine et très violente flambée de violence? L'analyse de nos invités juste après les faits avec Fabien Recker. Depuis la bande de Gaza ce matin, des salves de roquettes tirées vers Israël. Interceptés par le bouclier antimissile de l'État hébreu, ces tirs ont pourtant causé la mort de 2 femmes israéliennes dans le sud du pays. Une riposte aux frappes israéliennes sur Gaza, qui aurait fait la veille 26 morts dont 9 enfants et 125 blessés selon les autorités palestiniennes. Des frappes justifiées par Benyamin Netanyahou. Les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge en tirant des roquettes jusque dans la région de Jérusalem. Des tirs de roquettes palestiniens déclenchés après plusieurs jours de violence à Jérusalem-Est. Depuis vendredi, les affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait rage sur l'esplanade des mosquées. L'ONU s'est dit aujourd'hui très inquiète de cette escalade de la violence. Par la voix de Jean-Baptiste Lemoyne, la France appelle au calme. Oui, nous condamnons fermement les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Nous appelons aussi les autorités israéliennes à un usage proportionné de la force, très clairement. Ces tensions, oui, elles font craindre une escalade de grande ampleur. Car en l'absence de toute perspective de reprise d'un processus de paix, le conflit pourrait s'installer dans la durée. En Israël et chez les Palestiniens, on est soit trop divisé, soit en pleine crise politico-institutionnelle et par conséquent, encore une fois, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, de perspective favorable. L'armée israélienne affirmait mardi avoir tué 15 membres du Hamas et du djihad islamique à Gaza. Les tensions à Jérusalem et en Cisjordanie auraient quant à elles déjà causé plus de 900 blessés palestiniens, selon le Croissant Rouge. Avec nous pour ce match des idées internationales, Béatrice Gibelin, bienvenue, géopolitologue, géographe, directrice de la revue Hérodote. Nicolas Tenzer, bienvenue à vous également, spécialiste des questions stratégiques et internationales, président fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique et directeur de la revue Le Banquet. J'ai tout dit, bienvenue à tous les deux. En 2 ou 3 jours, Béatrice Gibelin, la situation a complètement explosé, complètement dégénéré. C'est vrai que vu de France, on peut se demander pourquoi ça a explosé si violemment d'un coup. Que s'est-il passé ? Parce que la situation est d'une tension extrême. Mais j'ai envie de dire, elle l'est depuis des décennies. Oui, mais on est à la fin du Ramadan. Pour le côté palestinien, c'est le dernier vendredi était vendredi dernier, puisque ça se terminera demain, je crois, le Ramadan, dans une situation qui est extrêmement difficile et bien évidemment une division des Palestiniens qui est très très forte entre le Hamas, on le sait, et l'autorité palestinienne. Par ailleurs, il devait y avoir des élections, il n'y en a pas eu depuis 15 ans et elles sont de nouveau repoussées avec quand même un leader qui est âgé, qui a 85 ans, très corrompu. Donc, vraiment une situation assez de désespoir, si vous voulez, pour cette population. Et là, avec une cristallisation importante, puisqu'il s'agit en fait, au bénéfice de colons juifs, d'expulser des familles palestiniennes de Jérusalem-Est, qui est un territoire occupé. Et sur le droit international, on n'a pas le droit d'expulser des civils sur un territoire occupé, au nom d'un droit de propriété qu'auraient ces familles juives d'avant 1948. Alors vous savez comme moi qu'Israël est créé en 1948. Mais une décision qui a été suspendue ou pas? C'est ce qu'on a cru comprendre ces derniers jours, l'expulsion des familles. Elle a été suspendue? Elle n'a pas été vraiment suspendue. Le tribunal n'a pas rendu. Il devait donner un avis lundi. D'accord. Et puis il ne l'a pas donné lundi. Alors, c'est quoi, c'est un geste d'apaisement, ça, ou pas du tout? Je ne suis pas sûre que ce soit un geste d'apaisement. J'en suis pas certaine. De toute façon, là, la spirale de la violence est quand même partie très fortement, avec l'accès justement sur l'esplanade des mosquées, qui est très important. C'est Jérusalem, si vous voulez, c'est 3 monothéismes sur un tout. Il faut toujours avoir dans la tête, comme ordre de grandeur, que la vieille ville de Jérusalem tient sur la place de la Concorde.
Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on a de la place et qu'on peut aller ailleurs. C'est minuscule. Et c'est très important de le savoir. Alors, ce droit foncier antérieur à 1948, et bien évidemment, n'a aucune réciprocité du côté palestinien. Et comme disait Frédéric Ancel, on est dans une situation politique du côté israélien qui est absolument plus que préoccupante. On vient de refaire encore des élections. On n'arrive toujours pas à avoir de gouvernement. Et on a des juifs orthodoxes d'extrême droite qui poussent sans arrêt et au fond qui mettent un peu d'huile sur le feu. Mais vous savez, c'est une très vieille histoire, ce rachat des maisons dans Jérusalem. Ça dure déjà depuis des années. D'où la question qui revient toujours. Pourquoi ça explose maintenant ? Est-ce que c'est une situation qui est de nature à nous inquiéter ? C'est passager, c'est conjoncturel. Nicolas Tenzer, quelle est votre analyse ? Je pense que ça explose maintenant en raison d'un élément déclencheur qui effectivement sont ces expulsions de Serge Jarrah. Ça, c'est tout à fait évident. Mais ça couvait. Ça couvait depuis longtemps. Et après, il y a une circonstance qui fait que toutes les choses s'enchaînent. Et puis, il y a le contexte qui a été très bien décrit. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, qui est effectivement un contexte où on a deux partis qui ne cherchent absolument pas à trouver une solution. Une radicalisation, évidemment, du côté israélien avec un gouvernement de droite, sinon même d'extrême droite, en tout cas très fortement poussé par cette extrême droite, pour faire absolument non-concession, aucune concession, qui considère que finalement la seule solution, c'est le rapport de force. Et puis d'un autre côté, effectivement, aussi un mouvement terroriste, le Hamas, qui essaye, là aussi, ne cherche pas de plus de solution. On est surpris par la force de frappe du Hamas avec cette pluie de roquettes. Ça veut dire que le Hamas s'est renforcé ces dernières années. Le Hamas s'est renforcé, bien sûr, il reçoit des livraisons d'armes, on le sait effectivement, d'un certain nombre d'États parrains, que ce soit l'Iran ou d'autres, ça c'est tout à fait évident. On a avec un gouvernement totalement dysfonctionnel de l'autorité palestinienne, et cela n'aide pas, la situation en Israël n'aide pas non plus à stabiliser la situation. Avec la présidence Trump, on a eu effectivement une sorte de lâchage de bride où on voyait finalement que les seuls qui peuvent garantir et essayer de remettre tout le monde autour d'une table de négociation, si difficile que cela soit, ce sont quand même les États-Unis. Et avec Trump, ça change quelque chose, Biden, ou pas alors Biden pourrait changer. Et je pense que c'est là où on a une possibilité. Je ne suis pas du tout certain que cela s'affasse. On a une possibilité que Joe Biden et son équipe s'investissent beaucoup plus sur la question. Il n'y a pas de position unilatérale de l'administration Biden. Bien sûr, l'administration Biden est très prudente en raison de l'électorat juif américain, mais considère depuis toujours qu'il faut trouver une solution. Et la seule solution, tout le monde le sait, c'est la solution à deux États. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là, mais qui bute et qui a toujours buté, même sur toutes les négociations qui semblaient aboutir, même les accords de Camp David, sur précisément le statut de Jérusalem. Et c'est le statut de Jérusalem qui est le point essentiel de blocage, même du côté de ceux qu'on pourrait appeler les modérés. Et on voit une diplomatie internationale complètement impuissante. Mais c'est pas Conseil possible. de sécurité de l'ONU hier qui débouche sur rien. Mais c'est absolument pas possible, parce que, comme vous venez de le rappeler, vous avez un lobby pro-israélien qui pèse très fortement aux États-Unis, et les États-Unis ne le lâcheront pas jamais, et Israël. Donc de toute façon, quelle position prendre véritablement ? Tout le monde dit qu'il faut deux États. C'est dit depuis des décennies et des décennies, si vous voulez. Mais là où c'est quand même la situation, à mon avis, est plus grave, parce qu'il n'y a pas que Jérusalem, on a quand même toute une stratégie d'implantation de colonies sur des territoires qui sont des territoires palestiniens, et quand même avec une j'allais dire, ça fait maintenant là aussi des décennies, c'est-à-dire que ce sont des centaines de milliers de colons juifs qui sont installés. Et alors il y a évidemment les avant-postes sur des colons les plus radicaux qui sont effectivement, j'allais dire, au cœur même de ce qui est la Cisjordanie et des territoires palestiniens, c'est vrai. Et le rapport de force pour les Israéliens, c'est qu'une affaire de temps. Et in fine, ils sont absolument convaincus qu'ils finiront par l'emporter. Et la stratégie du pacte d'Abraham, où on a Israël qui commence à placer ses pions avec Bahreïn et les Émirats arabes unis, en attendant peut-être que ça puisse venir de l'Arabie saoudite, leur donne effectivement la conviction qu'ils vont y arriver, et que tout le monde, au fond, a lâché les Palestiniens. Et parfois, on en arrive à se dire, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une tragédie sanglante, abominable, pour que, devant tant d'horreurs,
tout d'un coup, les choses arrivent à se débloquer. Bien évidemment, c'est pas ce qu'il faut souhaiter, bien sûr. Avec encore une fois, je pense qu'il y a deux parties, pardon, excusez-moi. Non, il y a deux parties, effectivement, qui, encore une fois, se radicalisent. C'est-à-dire que la société israélienne, en 30 ans, a également considérablement changé. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup moins de modérés, tous ceux qui faisaient l'Israël d'autrefois, qui étaient un certain nombre de personnages éclairés, qui cherchaient la paix, qui étaient convaincus par un certain nombre de valeurs, de droits, de tolérance. Elle s'est droitisée, pourquoi ? Sous l'impulsion de Netanyahou, qui a des résultats, alors, même avant Netanyahou, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène démographique, il y a eu des vagues d'immigration de gens qui étaient tout à fait différents en termes d'esprit, etc., qui ne connaissaient plus, en gros, cet esprit des pionniers, des kibbutzim que l'on avait effectivement au début. Et du côté palestinien, en raison aussi de l'oppression très profonde qu'exerce le Hamas et l'autorité palestinienne, nous avons aussi des intellectuels palestiniens modérés, prêts à tendre la main, qui sont également partis. Il y a beaucoup de Palestiniens qui m'ont dit, mais de toute manière, indépendamment d'Israël, nous ne pourrions pas vivre non plus dans les territoires tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est invivable, il y a tellement d'oppression. Human Rights Watch a dénoncé les violations constantes des droits fondamentaux des Palestiniens qui vivent dans ces territoires. Donc on a encore une fois une radicalisation des deux côtés. Et c'est ça qui est absolument dramatique. Et vous avez une très très forte émigration palestinienne. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent avoir un peu un projet de vie pour leur famille, leurs enfants, s'ils peuvent partir, ils partent. Ils vont où ? Ils vont au Royaume-Uni, ils vont aux États-Unis d'ailleurs pour un grand nombre. Ils vont en Suède et voilà, ils s'en vont parce que ils peuvent plus aller autant dans les pays du Golfe qu'ils y sont allés à une période. Mais enfin bon. Oui, et les Palestiniens de base s'estiment aussi trahis d'ailleurs par leurs propres autorités, par leurs représentants. Et la diaspora, au bout d'un moment, j'allais dire, laisse un peu tomber. Donc ils restent vraiment dans une situation de grande pauvreté, de grande tension, avec un écœurement de l'encadrement politique qu'ils ont vraiment, qui est franchement désespérant. Une impasse sur laquelle on reviendra, mais on va passer au deuxième thème, si vous le voulez bien. Deuxième sujet international à analyser, non pas annuler, avec vous ce soir. C'est la victoire des indépendantistes en Écosse. Nouvelle épine dans le pied de Boris Johnson, après celle de l'interminable Brexit. C'est un sujet que vous avez peut-être peu suivi ces derniers jours. Pourtant, ce qui s'est passé samedi en Écosse est historique, à en croire la Première ministre. Écoutez. Les résultats de cette élection sont extraordinaires et historiques. Avec cette élection, les Écossais doivent avoir le droit de décider de leur futur quand la crise sanitaire sera derrière nous. Le référendum est fondamentalement une question de principe démocratique. Boris Johnson n'a aucun argument pour bloquer la volonté des Écossais. Alors, avant d'en parler avec vous sur ce plateau, voyons ce qu'en pense à ça Samaké Roman, bienvenue. Vous êtes correspondante de RFI en Écosse, auteur de ce livre « Écosse, Adrien et la licorne ». Merci d'être avec nous ce soir. On va vers un référendum sur l'indépendance de l'Écosse ou c'est plus compliqué qu'il n'y paraît ? Alors, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, les Écossais se sont prononcés jeudi dernier dans les urnes pour réélire leurs députés au Parlement écossais, qui est un parlement qui a été créé en 1999, un parlement décentralisé qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autonomie. Et près de la moitié d'entre eux ont porté leur voix sur le SNP, donc le parti de Nicola Sturgeon, et aussi les Verts qui sont pro-indépendance. Et la moitié d'entre eux se sont portés sur les autres partis qui se prononcent contre l'indépendance et en fait même contre un référendum. Donc, il y a une grande majorité au Parlement écossais indépendantiste avec 72 députés contre le SNP plus les Verts qui veulent avoir un nouveau référendum d'indépendance dans les prochaines années et une minorité de députés pro-Royaume-Uni. Mais dans l'opinion publique écossaise, c'est un peu 50-50. Donc, il y a la moitié des gens qui est plutôt ouverte à l'idée d'avoir un référendum, si ce n'est d'avoir l'indépendance, et l'autre moitié qui se dit que c'est pas le moment ou pas du tout même une bonne idée de parler de l'indépendance maintenant. Et quels peuvent être les éléments de langage d'un Boris Johnson qui a voulu être lui-même indépendant de l'Union européenne ? Comment va-t-il pouvoir dire aux Écossais pour vous, il n'y aura pas de référendum sur l'indépendance ? Comment peut-il tenir cette ligne ? Eh bien justement, lui, ce qu'il dit, c'est que ce n'est absolument pas le moment. On est encore dans la crise sanitaire. On a probablement beaucoup d'efforts à faire pour un rebond économique dans les prochains mois et les prochaines années. Et pour lui, ce n'est absolument pas la question. En fait, l'indépendance, il pense que l'Écosse a beaucoup plus d'avantages à rester dans le Royaume-Uni qu'à en sortir. Notamment, il parle du programme vaccinal. Il dit que si ce n'était pas pour les actions du Royaume-Uni, l'Écosse aujourd'hui ne serait probablement pas en situation de pouvoir déconfiner
définée aussi vite et aussi loin qu'elle le fait maintenant. Et en plus de ça, ce que disent maintenant les unionistes, en particulier le gouvernement conservateur, c'est qu'il y a légèrement plus de personnes qui ont voté pour des partis unionistes que pour des partis indépendantistes. Après, bien sûr, le problème, c'est qu'on est dans une démocratie parlementaire et c'est compliqué de dire que le Parlement britannique, en 2019, avait un mandat pour effectuer le Brexit avec à peu près 43% des votes exprimés à l'échelle du Royaume-Uni, mais que de l'autre côté, les Écossais qui élisent ce gouvernement indépendantiste, avec 48% des voix, eux n'ont pas de mandat et n'ont pas de droit, en fait, d'exiger un nouveau référendum d'indépendance. Donc on a un peu deux poids, deux mesures de ce côté-là. C'est une ligne qui est un peu compliquée à tenir du côté des conservateurs, mais rien ne nous dit que dans les prochains mois, même juste ces prochaines semaines, leur position ne va pas légèrement évoluer. Vous avez parlé du Brexit, est-ce qu'on n'est pas en effet effectivement dans des effets un peu à retardement d'un Brexit que les Écossais ne voulaient pas ? Tout à fait, là clairement, c'est ce qui a beaucoup changé les choses en Écosse depuis 2016. Donc 2016, c'était l'année des dernières élections. Elles ont eu lieu en mai 2016, donc c'était un mois avant le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Bien, il s'est passé ce Brexit. Les Écossais ont massivement voté contre la sortie de l'Union européenne. Et en plus de ça, il y a eu la pandémie et la gestion de coronavirus qui a été perçue comme plus prudente, meilleure, plus humaine du côté de l'Écosse comparée à la gestion des conservateurs à Londres, parce qu'en fait la santé c'est un domaine décentralisé, donc en fait les 4 nations constitutives du Royaume-Uni ont chacune une politique de santé et tout le monde n'a pas été au même rythme et tout le monde n'a pas pris les mêmes mesures. Donc en voyant en fait des décisions de vie ou de mort qui ont été prises au niveau écossais et les effets que ça a pu donner, il y en a beaucoup qui se sont dit qu'il y avait quand même pas mal de mérite à l'autodétermination et à l'autonomie et peut-être qu'il fallait continuer le chemin et aller carrément vers l'indépendance. Restez avec nous, Assas Amakeroma, on va continuer d'en discuter en plateau et vous manifester évidemment si vous souhaitez répondre. Nicolas Tenzer, c'est pas un petit sujet j'imagine pour Boris Johnson. Est-ce que finalement ce Brexit ne va pas avoir des conséquences comme ça un peu, plusieurs conséquences par ricochet ? Il y a plusieurs conséquences. Il y a d'abord les conséquences sur l'Irlande et l'Irlande du Nord évidemment en particulier. On y pense tout de suite. On a l'Écosse, on a potentiellement le Pays de Galles où on a vu avec les dernières élections une majorité travailliste l'emporter. Alors on n'est pas encore sur une volonté d'indépendance du Pays de Galles, mais enfin quand même on a des tendances quand même sécessionnistes. Il y a une absence de satisfaction globale vis-à-vis de ce gouvernement du côté de ces régions-là. C'est tout à fait évident. Et maintenant, il y a quand même une volonté de la part de Boris Johnson, et je pense qu'un gouvernement travailliste serait quand même dans la même position, même s'il n'aurait pas eu les mêmes antécédents, de dire mais on ne peut pas larguer une partie du territoire. D'abord parce que, faut quand même le savoir, on a aussi une base quand même de nucléaire, je dirais, en Écosse, ce qui n'est pas tout à fait un petit sujet sur les questions de sécurité et de défense. Et puis, je pense que Boris Johnson se dit, sur le plan du droit, on sait que le droit britannique est particulièrement flexible. Donc, si la Haute Cour était saisie, on ne sait pas exactement ce qu'elle pourrait finalement dire, parce qu'on sait que Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, entend appeler, évidemment, voudrait que la Cour se prononce sur le sujet, mais c'est pas du tout sûr que la Cour donne satisfaction à l'Écosse, il y a cette incertitude. Et puis du côté européen, alors l'Europe est très silencieuse, mais il faut quand même le mentionner, l'Europe n'a pas nécessairement envie, non pas d'accueillir les Écossais qui sont des amis, des gens charmants, etc., mais tout simplement parce que vis-à-vis d'un certain nombre d'autres pays, on pense évidemment à l'Espagne, avec le problème de la Catalogne, etc., ou la Belgique, bien sûr aussi, ne voudrait pas non plus imaginer qu'il y ait une sorte de loup de la bergerie qui pourrait permettre de donner une légitimité à toutes les autres tentatives de sécession, entre guillemets, et je pense que ça aussi, chacun le sait. Je vous donne la parole dans un instant, Béatrice Gibelin, mais je crois qu'Assas Amakeroma veut réagir. Oui, tout à fait. Sur la question de l'Europe, ça c'est quelque chose qui intéresse énormément les indépendantistes. Eux, de leur côté, ils veulent un référendum qui soit légal, le plus carré possible, justement parce que leur rêve d'indépendance, c'est l'indépendance dans l'Union européenne. Donc ils veulent quelque chose qui soit reconnu par toute la communauté internationale et qui soit absolument indiscutable pour pas se retrouver dans un cas qui soit similaire à celui de la Catalogne et de l'Espagne. Mais il y a eu un gros travail qui a été fait ces dernières années pour, si ce n'est
pas pour parler directement de l'indépendance, que ça serait assez étonnant qu'une des capitales européennes se prononce pour ou contre l'autodétermination de l'Écosse. En tout cas, pour dire que l'Écosse était toujours là, l'Écosse avait envie de discuter avec les partenaires européens et que voilà, le jour où ça viendrait, l'Écosse serait un partenaire de l'Europe. Donc il y a vraiment eu un très très gros travail qui a été fait ces dernières années, notamment en ouvrant des hubs du gouvernement écossais dans plusieurs capitales européennes, notamment à Paris, il me semble que c'était en 2018, et vraiment pour avoir un dialogue avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et aussi les pays nordiques. Béatrice Gibelin. Oui, je pense qu'il y a un certain romantisme à l'indépendance, en pensant que voilà, tout sera merveilleux puisqu'on sera indépendant. Je pense que, comme ça a été très justement rappelé, il y a la moitié des électeurs qui n'ont pas voté pour le parti indépendantiste. Donc, il y a déjà eu un référendum, il y avait eu une majorité pour dire qu'ils voulaient rester dans le cadre du Royaume-Uni. Ça me fait penser un peu au Québec, si vous voulez. Vous vous souvenez, où il y a eu quand même plusieurs référendums, et puis ces référendums ont toujours été favorables pour rester quand même dans l'État à deux nations, qu'est le Canada. Et je pense que même si on fait du lobbying, les Écossais sont très gentils, sont très sympathiques, on fera tout bien comme il faut, on n'est pas comme les Catalans et encore moins comme les Basques. Je pense que pour l'Europe, c'est la Commission européenne, mais les États européens, le Conseil européen, ce serait un risque énorme. Parce que si l'Écosse obtient son indépendance, parce que ça, d'une certaine façon, Bruxelles n'a rien à dire, l'Europe n'a rien à dire, ça se fera dans le cadre, évidemment, du Royaume-Uni. Mais quand l'Écosse viendra dire « toc, 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 maintenant on rentre dans l'Europe, nous on est bien d'accord », il n'est pas sûr du tout que l'ensemble des autres partenaires accordent, parce que les Flamands n'entendent qu'une chose, c'est eux qui ont accueilli Puigdemont, les Catalans, chez eux, en Flandre, et eux poussent à cela. Je ne suis pas du tout certaine qu'il y ait un enthousiasme comme ça pour accueillir les gentils Écossais, avec les risques que ça pourrait avoir de séparatisme ou de sécession qui serait possible. On ouvrirait la boîte de Pandore. Franchement, vous croyez vraiment que les Espagnols, que le gouvernement espagnol et que la majorité des Espagnols verraient ça d'un bon oeil? Or, l'Espagne, ça compte dans l'Union européenne. Il y a le risque politique, mais il y a aussi le risque économique, parce que pour l'instant, le reste du Royaume-Uni subventionne de fait l'Écosse. Et s'il n'y avait plus le Royaume-Uni, d'abord, ça poserait un gros problème quand même pour l'Écosse et donc pour les Écossais, en termes d'emploi, de niveau de vie, etc. Mais on se dirait, mais est-ce que l'Europe va remplacer? Et je crois que dans le contexte aujourd'hui, on peut quand même douter que l'Europe soit prête à donner des fonds de cohésion supplémentaires ou spéciaux à l'Écosse. Ça, c'est quand même aussi la réalité. Le pétrole, c'est un peu fini aussi. Et on va passer à l'autre actualité internationale. Je vous remercie infiniment à Samak et Romain d'avoir été avec nous ce soir, d'être intervenus ponctuellement dans ce match, et peut-être que vous reviendrez pour reparler de l'Écosse dans cette émission. Autre actualité internationale, ce sujet brûlant qui revient dans le débat public en Italie cette fois, et qui devient donc là aussi un sujet pour l'Europe. 2128 personnes ont débarqué ces derniers jours sur Lampedusa, qui ne peut accueillir en principe que 250 migrants. Elles viennent pour la plupart des côtes libyennes. Tout occupé à la gestion du Covid, Mario Draghi voit ressurgir la question migratoire, phénomène qu'il prend très au sérieux, puisque c'est ce phénomène qui a favorisé la montée du populisme ces dernières années. D'ailleurs, la droite nationaliste n'a pas tardé à interpeller le président du Conseil. Écoutez. Encore une fois, l'Europe manque à l'appel. Cette histoire ne l'intéresse pas. Il faut donc que nous fassions les choses par nous-mêmes, comme je l'ai fait quand nous étions au gouvernement. Nous avions réduit le nombre d'embarcations de 90% et le nombre de morts. Il faut donc travailler avec la Libye, la Tunisie et les pays de départ afin d'éviter de nouveaux morts. Les Italiens n'ont pas besoin de nouveaux problèmes. Ils doivent déjà affronter le Covid et le chômage. Béatrice Gibelin, est-ce que cet afflux soudain de migrants pourrait déstabiliser la majorité de Mario Draghi, voire plus ? Je ne suis pas sûre que ça va la déstabiliser, mais que ça pose de nouveau un très très gros problème à l'Italie, mais comme vous l'avez dit, mais ça pose aussi un problème à l'Europe. Il faut regarder les choses en face. Ces arrivées massives, ça vient des côtes libyennes, mais ça vient aussi beaucoup de Tunisie. C'est-à-dire que la situation en Tunisie aujourd'hui, sur le plan économique, est extrêmement difficile. Sur le plan politique, c'est vraiment plus que fragile. Et donc, il y a beaucoup de jeunes Tunisiens qui, par, j'allais dire, désespoir ou au contraire espoir d'une vie meilleure,
vont partir. On ne connaît pas les nationalités des différents migrants qui sont arrivés. Mais c'est évident, si vous voulez, que et la situation en Libye, même s'il y a maintenant un gouvernement d'union, mais qui vient seulement d'être installé sur une situation qui reste extrêmement chaotique et extrêmement fragile, avec tout ce que ça veut dire de corruption possible, avec des passeurs, y compris ceux à qui on confie. Donc ils ne contrôlent plus les bateaux, ils ne contrôlent plus les départs, alors qu'ils sont censés le faire. Alors oui, bien sûr, mais bon, on achète, on paye, on corrompt, et puis on laisse. D'où cette arrivée massive. Les migrants, c'est un business absolument colossal. Hein, c'est beaucoup d'argent qui circule avec les migrants. On voit toujours l'idée de la pauvreté, mais il y a énormément d'argent pour les passages. Les passages pour aller en Angleterre de Calais, c'est 3 000 €. Hein, donc il faut avoir conscience. Alors quand il y a beaucoup d'argent à faire, vous aurez toujours des gens pour laisser passer et donner à penser que la chance est là et que ce sera possible. Et c'est une vraie question pour l'Europe. Alors on avait trouvé une solution, parce que c'est normalement on débarque dans le pays le plus proche où on est. Bon, on avait trouvé l'idée que ça pourrait peut-être se répartir un peu plus équitablement sur les pays autour de la Méditerranée. Mais si vous voulez... Ça s'est arrêté à cause du Covid, ça. Voilà. Et tout le monde est tellement j'allais dire, plus que prudent avec une extrême droite embusquée, voire même une droite un peu radicale quand elle n'est pas au pouvoir et qui en profite, que personne n'ose véritablement prendre le sujet. Regardez quand Angela Merkel a ouvert et a dit ce million-là, on le prend et puis on va y arriver. Vous avez une extrême droite en Allemagne qui a flambé aussitôt. Et le contexte en France n'est pas meilleur. Sur Merkel, c'est vrai, mais en même temps, son Wir schaffen das, nous allons y arriver. En fait, a été un succès, mais parce que c'était aussi d'ailleurs applaudi par le patronat allemand, qui a trouvé, avec les Syriens en particulier, une main-d'œuvre d'une qualité absolument exceptionnelle, etc., ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'extrême droite allemande a effectivement monté, vous l'avez rappelé, et après, elle a quand même un tout petit peu diminué, heureusement d'ailleurs, au cours des dernières années. Mais là, on est dans une autre catégorie, on est sur autre chose. On est d'abord sur une absence totale, effectivement, de solidarité européenne, et je pense qu'indépendamment de la Covid-19, je pense qu'il n'y avait pas d'accord, notamment d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, pas plus tellement de la France. Ce sont les accords de Malte, c'est ça ? Pardon ? Ce sont les accords de Malte. Voilà, exactement. Et on avait évidemment qui avait prévu permettre la répartition. Oui, mais alors en même temps, ça n'a jamais fonctionné. Il y a toujours eu trop des États qui ont dit de toute manière, il n'est pas question chez nous, ça va déstabiliser notre société, etc. Pour des raisons qui ont été invitées. On voit aujourd'hui indiqué, on voit aujourd'hui la France d'ailleurs, un certain nombre de personnes, y compris pas seulement de la droite extrême, qui aujourd'hui réchigne beaucoup. Même les déclarations de M. Barnier. Oui, justement. On avait l'extrait sonore, mais on n'aura pas le temps de le passer. Mais effectivement, il disait qu'on avait besoin de discuter des frontières de Schengen. Et il y a quand même cette réalité, je dirais, réelle, qui est qu'on ne va pas arrêter les migrations. À la fois pour les raisons que vous avez indiquées, mais aussi parce qu'il y a une pression politique, une pression économique, une pression sociale, où les gens préfèrent risquer le pire. Et le pire arrive, 359 morts depuis le début de l'année en Méditerranée, plus d'1 millier l'année dernière. C'est quand même une catastrophe absolument terrible. Mais les gens, ils sont prêts à tout risquer pour partir. Et ce n'est pas un mur, ce ne sont pas en refoulant des gens. On rappellera d'ailleurs que M. Salvini, que vous avez montré tout à l'heure, le représentant de la Lega, l'extrême droite italienne, ancien vice-président du Conseil, est d'ailleurs poursuivi devant les tribunaux italiens pour avoir fait refluer un bateau de migrants. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc aujourd'hui, il dit on n'a rien à attendre de l'Europe. Voilà, on est bloqué. Et là-dessus, il y a un vrai point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un égoïsme national. Et c'est vrai que cet égoïsme, avec la crise économique, même avant le Covid, encore plus avec effectivement la Covid, va effectivement... Et les campagnes électorales dans les différents pays, notamment en France. Absolument, va renforcer effectivement cette absence totale de solidarité. On ne traite pas le sujet. C'est difficile à traiter le sujet. Chacun est extrêmement prudent. Il faudrait le traiter. Bon, mais tout le monde est très prudent. Mais je pense que Draghi, à la différence, si vous voulez, de la période où c'était Mouvement 5 étoiles et la Ligue, Draghi a une autorité en Europe. Il a un poids en Europe. C'est-à-dire qu'il sera capable de se faire entendre. C'est là où on n'est pas, de mon point de vue, c'est là où on n'est pas totalement... Un peu d'espoir, ça fait du bien. Oui, bien sûr. Dans la même configuration que ce qu'on était à l'époque de Salvini, si vous voulez, ou de Di Maio. Je pense que c'est... il a la légitimité de Draghi
acquis son autorité, y compris morale, enfin, et bien évidemment politique, s'il tire la sonnette d'alarme, et il ne manquera sans doute pas de le faire, il sera entendu. Il compte le faire fin mai au Conseil européen. Hein. C'est, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Mais ça reste une question importante. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut traiter cette question des migrants. Mais on le sait, on va la traiter et ça va être l'appel d'air. On s'arrête sur cette note d'espoir, Béatrice Gibelin ? Oui, bien sûr. Allez, ça fait du bien après un match un peu lourd. Merci en tout cas. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On se retrouve demain à 18h et à 22h30 pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Demain matin, bonjour chez vous. Dès 7h30, Oriane Mancini recevra notamment Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Excellente soirée sur Public Sénat. Revoir ce programme en replay sur Public Sénat.